l'occasion de le faire avec la plupart d'entre vous depuis déjà quelques semaines, mais c'est l'occasion, pour ceux à qui je ne l'ai pas fait, de vous souhaiter tout ce qu'on peut se souhaiter en début d'année, donc à la fois sur le plan professionnel et personnel, beaucoup de bonheur après une année qui a démarré dans les conditions que chacun sait, mais bon, aussi la vie, il faut surmonter pour se souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Pour nous, ça va être une année importante, hein, avec deux échéances majeures qui sont les départementales, les élections départementales au mois de mars, et puis ensuite les régionales. C'est la reconquête des territoires, hein, pour préparer l'élection suprême, que sont la présidentielle et les élections législatives. La reconquête, elle passe toujours par les territoires. Il fallait gagner les municipales, ce que nous avons fait formidablement bien, mais il faut continuer cette avancée. Donc, département et région, c'est en cela que 2015 est pour nous une année essentielle. Sur le point de la semaine, il y a un sujet sur l'organisation des débats qu'on a eu ce matin en conférence des présidents. C'est moi qui ai abordé le sujet parce que je pense qu'on est en plein dérapage sur la mauvaise organisation des débats à l'Assemblée. On le voit à la fois avec la loi Macron et ensuite avec la loi NOTRe sur les compétences des départements. Sur la loi Macron, on assiste à quelque chose d'invraisemblable, c'est-à-dire un texte qui faisait une centaine d'articles, enfin un peu plus de 100 articles. On est maintenant à plus de 200. Je veux dire, c'est du jamais vu, quoi. Ça ressemble à rien. Et quand on va sortir du Parlement, là on sera, je ne sais pas combien, peut-être 250, 260. Certains articles, qui plus est, qui faisaient 2 alinéas, qui font maintenant 6 pages. C'est vraiment se moquer du monde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et quand on entend le président de la République la semaine dernière de dire qu'il faut faire attention que les textes ne soient pas trop longs, on a envie de se pincer, quoi. On va dire, mais vraiment, on se fout de nous jusqu'au bout. C'est-à-dire d'avoir ce ministre qui joue les danseurs mondains, là, qui nous fait hier un numéro de claquette à la tribune de l'Assemblée. Tout ça ne fait plus rire personne. Ça amuse peut-être quelques-uns, mais en tout cas pour ce qui est des parlementaires, ça n'amuse personne. On a envie d'un ministre qui soit sérieux au travail, qui réforme. Or là, c'est tout et n'importe quoi. Vous voulez un article de plus, on en met un de plus, vous en voulez 2 de plus, il n'y a pas de problème. Et donc on va finir avec un texte qui ne veut absolument rien dire. Sur la position du groupe, je vous la redonne, elle est sans ambiguïté. Nous sommes contre, tout simplement, parce que ce texte ne porte en lui aucune réforme. Alors, le ministre est jeune, est beau, il parle bien, mais il ne réforme rien. Rien. Il n'y a aucune réforme. Et qu'est-ce qu'il y a sur la baisse du coût du travail, qui est pour nous un enjeu essentiel? Rien. Qu'est-ce qu'il y a sur la baisse de la pression fiscale qui pèse sur l'ensemble de nos concitoyens? Rien. Qu'est-ce qu'il y a sur la baisse des charges qui écrase les entreprises? Rien. Et plus on avance dans ce texte, moins il y a de lisibilité. Et donc passer d'une centaine d'articles à plus de 200 avec le même temps programmé, on voit bien qu'il va se passer la chose suivante, c'est qu'on arrivera au bout du texte et les temps de parole des groupes seront épuisés et un certain nombre d'articles n'auront pas été évoqués. Et donc on sera vraiment dans ce qu'il peut y avoir, qui peut donner la pire image du Parlement. Et sur la loi NOTRe, c'est la même chose. On est également en pleine dérive, avec un texte, je vous rappelle, normalement, lorsqu'un texte sort du Sénat, il y a 4 semaines de délai pour passer à l'Assemblée. Entre la première et la deuxième chambre. Mais là, il a commencé par le Sénat, donc on a 4 semaines pour passer à l'Assemblée. Le texte va être voté aujourd'hui au Sénat. Il est demain, alors je crois qu'ils sont en train de changer, de décaler de 3 ou 4 jours, mais il devait être demain en commission des finances. C'est vraiment, là aussi, se foutre du monde.
On dit peu importe, le travail parlementaire, tout ça n'a aucune espèce d'importance. On passe le texte au Sénat, on le met le lendemain ici, vous avez le temps de le lire ou pas d'ailleurs. Je ne vois pas comment, sérieusement, les parlementaires peuvent faire leur travail et qu'ils soient dans l'opposition de la majorité. Et ce débat que j'ai porté ce matin en conférence des présidents, bon, l'UDI était sur la même ligne, André Chassaigne également, les radicaux également. Bon, François de Rugy pour d'autres raisons, puisque vous avez compris comme moi qu'il souhaitait visiblement entrer au gouvernement, donc était sur une autre attitude. Mais ça pose un vrai problème sur le fonctionnement de notre Assemblée. On ne peut pas, de cette manière, avoir un texte voté un jour au Sénat et le lendemain à l'Assemblée. Et on démarre, et on va étudier, mais on l'étudie sur quoi? Sur quelle base? Sur rien. Alors on peut dire, oui, mais vous auriez pu en prendre connaissance avant. Oui, sauf que je vous rappelle que le Sénat, entre le texte qui a été déposé au Sénat et celui qui sort du Sénat, ça n'a strictement rien à voir. Donc le dépôt des amendements, les références, c'est comment on fait, c'est-à-dire qu'on prend un article, cet article se rapporte à quel article du Code des collectivités territoriales ou de tel code et quelle modification il engendre. Enfin, il y a un travail qui nécessite, s'il y a 4 semaines de temps réglementaire qui est prévu, c'est pas le fait du hasard. Et là, passer en 24 heures, tout cela se fait au mépris complet du Parlement, et moi j'aurais souhaité, bon, vous ne pouvez pas être là, mais avoir un président de l'Assemblée qui défende les parlementaires et qui défende l'institution sur ce sujet et qui dise au gouvernement que ça n'est pas acceptable de travailler dans ces conditions. Voilà pour la conf de presse des présidents de ce matin. Pardon, j'ai entendu... Vincent. Ah oui, pardon. Oui, je viens de vous entendre et j'ai entendu François Fillon hier, au nom du groupe, présenter la motion préalable. Je n'ai pas franchement l'impression d'entendre la même chose, même si peut-être le vote final sera le même. Quand vous dites le texte ne réforme rien, c'est pas ce que François Fillon a dit hier. Écoutez, on est, je crois, parfaitement en phase complète sur ce sujet. François Fillon a proposé des réformes de structure. Il n'y a aucune réforme de structure. Alors, si effectivement le gouvernement décide, et la majorité actuelle, de reprendre les réformes de structure à son compte, mais on est exactement sur la même ligne. C'est-à-dire, et ce que l'on a fait tout au long du texte, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des articles qui ne posent pas de problème particulier ou qui vont dans le sens que l'on souhaite, on les a votés. On a fait ça tout au long de la commission. Et à chaque fois, on a aussi marqué notre désaccord là où ça... compromettait, où ça effectivement générait des problèmes supplémentaires et où il n'y avait pas de réforme, et on souhaitait qu'il y en ait, que ce soit sur les 35 heures, sur le contrat unique de travail, sur le coût du travail. C'est tout cela que François Fillon a évoqué, et c'est quelque chose qu'on a en plus défini ensemble. Pour aller dans le même sens, quelques députés UMP avaient dit qu'ils allaient voter ce texte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils sont revenus sur leur décision? Je pense d'abord que le vote est libre, comme il l'a toujours été au groupe UMP. À l'arrivée, bon, peut-être qu'il y aura 2, 3, 4, je ne sais pas, parlementaires, mais je ne suis pas sûr, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les débats, je pense que beaucoup vont revenir sur des positions peut-être qu'ils avaient imaginées au départ. Mais bon, on verra bien. On verra à la fin du débat. Est-ce qu'il y a un point sur la loi Macron qui pose particulièrement problème à l'UMP? Je pense notamment aux professions réglementées. Est-ce que c'est vraiment le point de rupture sur cette loi? Il n'y a pas que... Oui, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Surtout là, dans un texte qui est devenu habitable. 200 articles, je vous dis, certains articles, mais attendez, certains articles, quand on passe de 2 alinéas à 6 pages. 6 pages. Moi, je sais pas comment on se sort de cela. Alors, on peut prendre l'exemple des sociétés de projet. Sur les sociétés de projet, ou sur le... Si on dit que demain on va financer des investissements sur le canal Rhin-Rhône par un système de privatisation, bon, on peut y réfléchir et se dire bon, pourquoi pas. Si demain on parle d'armement militaire, ça n'est plus du tout la même chose. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais les professions réglementées, bien évidemment, hein, ça c'est le sujet. Enfin, un des sujets, mais il y en a beaucoup qui se génèrent, et d'article en article, puisque quand on arrive à 200,
Ce qui n'empêche pas qu'il y a un certain nombre d'articles qui ne posent pas de problème majeur et qu'on votera, qu'on a déjà voté en commission et qu'on votera dans l'hémicycle. Mais l'architecture globale ne tient pas. Lionel Lucas, le député UMP, a envoyé à ses collègues une proposition de loi visant à réduire le nombre d'autorisations d'absence pour les fonctionnaires qui ne sont pas chrétiens. C'est un peu complexe comme ça, mais c'est un texte qui vise à réduire en fait les congés pour motifs religieux de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors je ne sais pas si vous en avez connaissance, est-ce que selon vous le groupe UMP devrait soutenir cette proposition de loi? Je sais rien, attendez, honnêtement j'ai pas vu, j'ai aucune idée. Je peux vraiment pas vous dire. Je vous l'enverrai. Non mais je pense qu'il va me l'envoyer. Non, honnêtement je sais pas. Personne n'est censé savoir connaître la religion des fonctionnaires. Est-ce que... Oui. Oui, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation par des députés de l'ERFM pour acheter leur permanence et non la louer, et d'une manière générale des propos de ce qui est dans les tuyaux pour la réforme de l'ERFM? Sur l'achat des permanences, là on a beaucoup parlé de ça depuis hier, moi à ma connaissance, bon, reste prudent, mais à ma connaissance, je pense que dans le cadre de la réglementation actuelle, rien ne s'y oppose. Je suis même à peu près convaincu de cela. Bon, moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais un certain nombre de collègues l'ont fait, et objectivement, moi, ça ne me choque pas, parce que je pense, encore une fois, que rien ne l'interdit aujourd'hui. Sur l'IRFM, c'est une indemnité qui est connue de tous, qui vise à prendre en charge les frais de représentation et de mandat. On est dans un système forfaitaire qui n'a, là aussi, pour moi, posé aucun problème jusque-là, qui est basé sur un contrat de confiance entre les électeurs et le député. Si le président de l'Assemblée veut faire des propositions, il est majoritaire, bon, dire qu'il assume, qu'il les fasse clairement. Et puis on verra à ce moment-là. Est-ce que l'effet de l'achat de ces permanences est compris par les Français? Est-ce que le fait qu'un député qui a acheté sa permanence, s'il la rembourse pendant 10 ans, il en devient propriétaire, est-ce que ça pose un problème ou pas? Dans l'état, on va discuter de tout ça, dans l'état actuel du règlement, est-ce qu'on est dans le cadre du règlement ou pas? Bon, de mon point de vue, on est parfaitement dans le cadre de ce qui est autorisé par le règlement aujourd'hui. Moi, sur le reste, j'attends, le président de l'Assemblée veut faire des propositions, ben, qu'il assume, qu'il en fasse. Et puis on en débattra. Donc il n'y a pas de problème entre le fait qu'ils soient plus riches à la fin de leur mandat grâce à ça qu'au début. Ouais, voilà, grâce à leur mandat. Oui, ça reste... Enfin, c'est aussi peut-être moins de dépenses de représentation qu'ils ont utilisées par ailleurs. C'est-à-dire, on ne peut pas le prendre comme ça. Soit on rentre dans un système qui sera obligatoirement extrêmement complexe, soit on est sur la base d'un système forfaitaire. Mais moi, j'ai entendu le président de la République, le président de l'Assemblée. Si le président de l'Assemblée, encore une fois, veut faire des propositions, mais il est président de l'Assemblée, qu'il les fasse. Mais vous, en tant que président de groupe de l'UMP, vous n'avez pas envie d'être force de proposition sur un sujet qui fait débat quand même depuis plusieurs années, et à droite comme à gauche. On se souvient de l'affaire Ferrance. Le président de l'Assemblée m'a écrit pour ouvrir une discussion sur ces sujets. Moi, je vais transmettre ce courrier à tous mes parlementaires, et puis on en débattra en groupe. Mais je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas dire on ouvre les débats, on va discuter. Il est président de l'Assemblée nationale, M. Barthelone. Il a une majorité. Qu'il assume, qu'il fasse des propositions. Dans le courrier que vous évoquez, il y a ce point-là? Non, c'est sur la répartition des dépenses, etc. Mais moi, je vais l'envoyer aux 200 députés, je l'ai dit ce matin, et puis voilà, puis on va voir ce qui me revient. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer les Français? Moi, je pense qu'on est sur la base d'un contrat de confiance, et qu'un parlementaire, vous avez des situations qui sont extrêmement différentes entre un député qui est en zone rurale, avec 150 ou 200 communes, qui va avoir la nécessité d'avoir peut-être 2, voire 3 permanences, entre un qui, par rapport à un autre qui va être en milieu complètement urbain.
un qui va être sur un territoire. On a quelques députés dont la circonscription fait l'ensemble d'un département. Donc il va faire 10 fois, 15 fois plus de kilomètres qu'un député qui est en milieu, qui a une circonscription qui correspond à sa ville. Le principe est le contrat de confiance sur un forfait pour l'indemnité de frais de représentation de mandat. Moi, je trouve que c'est un bon système. S'il y en a de meilleurs, qu'ils soient mis sur la table, et puis, encore une fois, on en discutera. Sur la loi Macron, les débats ont donc commencé hier. Est-ce que vous avez l'impression que le climat est différent depuis les attentats du 7 janvier? Est-ce que le climat est différent entre la majorité et l'opposition? Je pense que ce sont des... tous les Français, enfin personne, il n'y a pas un, sur les 63 millions de Français, il n'y en a pas un, à mon avis, qui sort indemne de ce qui s'est passé. Donc, bien évidemment, notre représentation nationale, elle est marquée par ces événements. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être autrement. Un tel drame a bouleversé tous les Français. Maintenant, on est sur des sujets économiques où il y a de vraies divergences entre l'actuelle majorité et l'UMP et l'opposition, et sur un texte, encore une fois, qui a ni queue ni tête. C'est bon, on peut continuer autour d'un verre, c'est autorisé.